Bonjour. Merci à vous d'être là ce soir. C'est un plaisir de vous voir aussi nombreux. Je vais me présenter déjà en quelques mots. Donc moi, je suis Étienne Richard, je suis diplômé depuis 2005, donc ça fait bientôt une vingtaine d'années, et ça fait 10 ans environ que je fais de la rééducation de l'épaule. Ce soir, j'ai décidé d'aborder avec Dr Maxime Anthony la rééducation après la réparation de la coiffe des rotateurs. Tout d'abord, on va parler un petit peu des immobilisations. Alors, en général, les petites et les moyennes ruptures sont peu immobilisées. Cette immobilisation relative ne semble pas engendrer plus de risques de rupture à long terme. C'est souvent plutôt une attelle de repos qu'une attelle d'immobilisation stricte. Concernant les ruptures plus importantes, plus étendues, en général l'immobilisation est plus stricte car une immobilisation trop courte semble favoriser le risque de rupture itérative à moyen terme. Dans tous les cas, on se réfère à l'avis du chirurgien pour savoir comment on doit enlever la telle de notre patient. Le début de la rééducation, comme vous avez peut-être pu le remarquer, il est assez variable, même d'un chirurgien à l'autre. Globalement, sur les petites et les moyennes ruptures, quand on commence la rééducation précocement, on voit qu'à 1 an, il n'y a pas de différence en fonction et en termes de rupture que si on avait commencé plus tard. Donc on va dire à 1 an, c'est pareil, qu'on commence tôt ou qu'on commence tard. Par contre, toujours pour ces petites et moyennes ruptures, une rééducation plus précoce permet de retrouver plus rapidement une meilleure fonction et une meilleure qualité de vie. Pour les ruptures larges, là pour le coup, il vaut mieux attendre quelques semaines à cause de ce risque de rupture. Dans tous les cas, le début de la rééducation est donné par le chirurgien et on commencera quand il nous le dit. Concernant les risques de rupture itérative, alors, on a déjà parlé du fait d'immobiliser, le fait de quand commencer la rééducation qui peut être un facteur de risque. En gros, on va dire que les ruptures larges sont un peu plus à risque. L'état de santé de notre patient aussi va influencer dessus, avec notamment les risques cardiovasculaires. Là, on peut citer le tabac, les dyslipidémies, l'hypertension artérielle et l'obésité. La durée par rapport à l'opération aussi, on sait que dans les 3 premiers mois, on va être un petit peu plus vigilant, c'est plus à risque de rupture. Une étude montre également qu'une importante mobilité initiale peut favoriser un risque de rupture. Donc, peut-être que les patients qui vont vite bien doivent être freinés aussi. Je vais aborder un peu le point du muscle subscapulaire qui est un petit peu particulier. Lui, quand il est suturé, on va vraiment vouloir le protéger. Car une rupture itérative du subscapulaire, ça peut être une catastrophe pour l'épaule, avec un vrai risque d'épaule pseudo-paralytique. Donc pour ça, dans les 6 premières semaines, on ne fait pas de rotation externe supérieure à 15-20 degrés et on sera prudent dans la phase de montée en charge musculaire. Au niveau du protocole, on va se baser à la fois sur le temps, avec une première phase de 0 à 6 semaines qui est plutôt passive. De 6 à 12 semaines, on est sur une phase active sans résistance ajoutée. Au-delà de 12 semaines, on peut commencer à mettre de la résistance. Mais pour passer sereinement d'une phase à l'autre, on va également tenir compte de certains critères, tels que les douleurs ou les amplitudes. Ça, on le reverra à chaque fois lors du passage de phase. Un petit point sur le fait de savoir comment on choisit les exercices en fonction de la phase. Par exemple, il y a une étude EMG qui est sortie il y a quelques années qui permettait de classer les exercices en fonction de la contraction maximale volontaire isométrique par muscle. Ainsi, elle permet de mieux cibler les exercices en fonction de la quantité de contraintes que l'on souhaite. En début de rééducation, on va commencer par les exercices à faible contrainte et progressivement, au fur et à mesure de la rééducation, on va augmenter les contraintes. Je vous ai mis ici l'étude avec un petit détail qui est repris sur l'activation du supraépineux dans différentes positions. Donc on peut avoir les différents exercices qui sont notés, et puis la CMVI qui est à droite en bleu. Ainsi, par exemple, l'exercice du towel slide, donc le fait de juste faire glisser une serviette sur la table à l'aide de la main, ça représente 8% de la CMVI.
Dans la phase, maintenant va commencer la rééducation. Dans la phase post-op immédiate, donc J1, J45, si on peut voir le patient à ce moment-là, les objectifs premiers, ça va être de récupérer l'élévation passive, ça c'est vraiment le premier. On va devoir gérer la douleur, la faire diminuer, et on fera également de l'éducation thérapeutique. Donc on va expliquer à notre patient ce qui lui arrive et ça va aider à lutter contre le catastrophisme, faire adhérer le patient à son traitement. Dans cette première phase, les contraintes sur la coiffe, on va chercher des contraintes minimales qui vont être inférieures à 15% de la CMVI. Je rappelle, le muscle subscapulaire, attention en cas de suture, pas de rotation externe. Dans la rééducation, pour les amplitudes passives, on va commencer déjà des choses assez basiques qu'on connaît tous, je pense, ici, qui sont des mobilisations passives douces en élévation non forcée. Donc, simplement une mobilisation d'épaule en passif, comme on a l'habitude de le faire, assis, couché, selon nos préférences. On peut également utiliser des exercices actifs qui vont être à faible contrainte. Par exemple, on pourra le glisser de la serviette sur la table, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, mais ça pourrait être aussi élévation à deux mains jointes en position couchée, ou alors un exercice de rouler sur ballon, comme ici, voilà, à deux mains, qui active finalement très peu la coiffe et qui donne de la mobilisation passive. En rééducation, on va également chercher à bien mobiliser l'acromioclaviculaire, la scapula, pour faire en sorte que cette zone, on va dire, vive le mieux, bouge le mieux dès le départ. Ici, de simples petites mobilisations acromioclaviculaires, un petit glissement antéro-postérieur. Au niveau antalgie, différentes choses vont être à faire. Alors, déjà, on peut travailler en thérapie manuelle, donc faire du lever de tension cervico-scapulaire pour effectuer des tractions cervicales. On pourrait faire de la thérapie manuelle pour le dos, pour les cervicales, peut être même non spécifique, hein, et on sait que le fait de jouer sur ces leviers-là, ça peut permettre de diminuer un peu les douleurs de l'épaule. Dans tous les cas, il va falloir rassurer, normaliser ce qui arrive au patient. Une étude montre également que le niveau de douleur initiale n'est pas corrélé à un mauvais résultat final. Donc, c'est pas parce que j'ai très mal au début que ça va pas aller à 6 mois. Et ça, rappelons-le aux patients. C'est vraiment important, hein. Pour l'antalgie, il va également falloir doser les exercices. En gros, la rééducation, elle ne doit pas augmenter l'inconfort du patient, sinon il faut aller plus lentement. Moi, parfois, on cherche à aller trop vite, et en fait, le patient flambe, et c'est dommage. Peut-être qu'il faut juste aller plus lentement et prendre un peu plus de temps pour progresser. Au niveau auto-rééducation, au tout début, on peut demander au patient de glacer son épaule si ça lui fait du bien, si jamais il a mal. On peut lui demander d'effectuer des respirations diaphragmatiques pour essayer de relâcher un peu les tensions, se mettre dans une position confortable et prendre le temps de respirer quelques fois dans la journée. Quand il peut également, il peut surélever le membre supérieur. Voilà, il s'allonge avec un coussin, par exemple. On peut également demander des petits exercices de pendulaire. Ici, le pendulaire, ça n'a pas un rôle de mobilisation, ça a surtout un rôle pour l'antalgie. Souvent, le patient, ça lui permet de relâcher un peu les tensions, quelque chose qui lui fait du bien. Donc, s'il y a quelque chose qui lui fait du bien et n'est pas dangereux, autant l'utiliser. On va également lui demander des automobilisations scapulo-thoraciques, de bien mobiliser ses omoplates, et également d'effectuer des exercices de bombée de poitrine, donc juste d'activer un petit peu la colonne, les omoplates, avec le trapèze inf, pour chercher à bomber la poitrine. Les automobilisations, elles vont être réalisées en élévation. Donc ça peut être différentes choses dont on a parlé avant, mais vous pourriez aussi être libre d'en prendre d'autres sur les feuilles d'exercice. Je vous remettrai à la fin du topo des petits liens vers d'autres exercices dans ces différentes phases. Au niveau posologie, on va dire 5 fois par jour pendant 3 à 4 minutes, selon comment le patient réagit. Bien entendu, on ne va pas charger pareil s'il a super mal ou pas trop mal. Il faudra s'adapter un petit peu. Ici, par exemple, exercice d'élévation passive avec les mains sur un support, le plan de travail de la cuisine. Voilà. Mais on pourrait chercher d'autres exercices. L'objectif ici reste le même,
mobilisé en élévation. Pour passer sereinement en phase 2, ben, on va chercher déjà 130 degrés d'élévation passive minimum. On va chercher 25 degrés de RE1 passive, donc coup de corps environ. Et on veut un patient qui est pas trop mal. Peu de douleur, c'est-à-dire quoi? Pas de douleur inflammatoire au repos, pas de douleur nocturne, sauf si à la limite il dort dessus, et on va dire peu de gêne pendant les mouvements qui respectent ses amplitudes durant la journée. On arrive dans la phase post-opératoire secondaire. Alors maintenant, on va finir de récupérer les élévations complètes en chaîne cinétique ouverte. On va commencer à récupérer les rotations et on va chercher à améliorer les gestes fonctionnels du quotidien. Je vous rappelle qu'on est toujours sans résistance additionnelle et les exercices, on va chercher 15-30% de la CMVI environ. Pour la rééducation et la récupération de la fin de l'élévation, on va faire des mobilisations passives plus appuyées. On va être un petit peu plus fort qu'en première phase. Et on peut rajouter également en fin de mouvement des petits glissements postérieurs. Ici, en fin d'élévation, des petits mouvements de glissement postérieur qui semblent avoir un intérêt pour gagner un petit peu plus d'amplitude. Voilà, donc ce mouvement de glissement. On va continuer à insister sur les mobilisations scapulo-thoraciques et acromioclaviculaires. Et on va commencer à regarder un petit peu les raideurs à distance. On va essayer de diminuer les tensions musculaires, les tensions du rachis, parce qu'en fait, la raideur de l'épaule, elle peut être influencée aussi par des tensions musculaires, avec par exemple le grand dorsal. Le grand dorsal, s'il est hyper actif, hyper contracté, ben, il va freiner le mouvement d'élévation. Donc, quand on remarque qu'on a l'impression que le grand dorsal va être actif à la palpation ou lors du mouvement d'élévation, on va chercher à le détendre. On va utiliser des techniques manuelles ou on peut recourir à des exercices de mobilisation. Donc, par exemple, ici, on va faire un exercice d'élévation à deux mains, ouais, jointe, et je vais rajouter une petite inclinaison et je pourrais rajouter une petite rotation opposée aussi du rachis. Et je monte, puis là je tourne, et je redescends, et on pourrait même faire pareil en tournant et en s'inclinant. Ainsi, là, ça va permettre de venir mobiliser, d'étirer un petit peu plus le grand dorsal. On va également mobiliser la colonne dorsale. Je vous disais, on pourrait aussi faire des petits exercices juste de mobilisation dorsale, en extension, en rotation, en inclinaison. Bref, de travailler un petit peu plus large que l'épaule. À compter de J60, si on n'a pas de suture du plan postérieur, donc l'infraépineux et le petit rond, on peut tester la RM2. Donc la RM2, c'est cette position-là. Et également l'adduction horizontale. Si on voit que ce mouvement est très limité, ça peut signer une petite raideur en lien avec le plan capsulo-ligamentaire postérieur de l'épaule. À ce moment-là, si on le retrouve, on peut commencer à faire quelques étirements doux, mais je rappelle, sauf si on a une suture de la coiffe postérieure. L'étirement doux, ça peut être le cross body stretch, par exemple, où juste j'amène la main à l'épaule opposée, je prends mon coude, j'essaie de relâcher mon bras que je travaillais, je fais une petite poussée postérieure vers la glène et tout en même temps, je tire mon coude vers l'épaule opposée. En rééducation, on va commencer à récupérer les rotations externes et les rotations internes. On va le faire de manière non forcée avec de simples exercices de mobilisation. Sur le travail actif, tout doucement, on va commencer un travail musculaire à contrainte modérée. Alors, on a plusieurs choses qu'on pourrait faire. Je vais vous en montrer quelques-unes. On pourrait faire juste du travail au zénith statique. Donc, le patient peut monter ses mains au zénith, la lâcher tenir, la reprendre, la redescendre. Progressivement, on pourrait commencer à faire du dynamique où le patient va monter, puis commencer à freiner un petit peu la descente et redescendre avec peut-être les deux mains jointes. Ici, sur cet exercice, vous voyez, le patient travaille au zénith avec un ballon pour rendre la chose un petit peu plus ludique. Donc, au début, j'aurais peut-être fait du
travail zénith statique avant de commencer du travail avec ballon qui va être un tout petit peu plus dynamique. Au besoin, on peut également s'aider des techniques de modification de symptômes. Donc, les techniques de modification de symptômes, ça va consister à aider, à rajouter une aide au patient pour faciliter le mouvement. Donc, pour ça, ben, je vais vous montrer ça. Ici, par exemple, imaginons, j'ai identifié que mon patient a du mal à faire de l'élévation active, mais par contre, si je lui rehaussais un peu le bloc scapulaire, tiens, c'était plus facile. À ce moment-là, ben, je peux peut-être essayer avec un élastique qui va avoir tendance à monter un peu le moignon de l'épaule, de faire du mouvement dynamique comme ceci. Et si ce mouvement est plus facile avec l'élastique, j'aurais tendance à l'utiliser pour relancer un bon schéma musculaire. Tout à l'heure également, je vous ai dit, on passait du travail statique au zénith au travail dynamique. N'oubliez pas, c'est un fondu enchaîné, on ne va pas tout de suite être dynamique à fond, on peut commencer à partir du haut, commencer à freiner la descente, puis progressivement à partir du haut d'aller de plus en plus bas, jusqu'à avoir vraiment un travail dynamique complet. On va commencer également à activer certains muscles clés comme le dentelé antérieur et également par exemple la coiffe postérieure. Donc, coiffe postérieure, ça peut être de la simple rotation externe, couché sur le côté, un petit coussin entre le thorax et le tronc, le thorax et le bras, pardon, et je fais ma rotation externe, sans résistance bien entendu. Et pour le dentelé antérieur, on peut faire des petites poussées en fin d'amplitude. Et là, je vais soulever hop, les mains, activer un petit peu le dentelé antérieur en poussant dans l'axe et en soulevant, j'active également le trapèze inférieur pour le coup. Et je pourrais faire pareil en inclinaison pour allier également un petit peu de mobilisation, d'étirement du grand dorsal, de la colonne, selon ce qu'on souhaite faire. N'oublions pas dans les exercices, quand on peut faire les exercices symétriques, ça donne un meilleur intérêt au niveau cortical. Également, le fait d'avoir les mains en contrôle visuel, ça va aider le patient à mieux bouger. Parfois, le fait de serrer les poings, de serrer la main va permettre d'activer un peu plus facilement la coiffe postérieure. Et enfin, dès qu'on peut, essayons d'être dans la chaise cinétique. Donc, mettre les jambes en jeu, le bassin en jeu, pour que le mouvement vienne vraiment du bas et ne se cantonne pas que à l'épaule. Ça améliore le recrutement musculaire. En auto-rééducation, on va continuer des étirements en élévation. On peut faire des exercices peut-être plus durs que dans la première phase. Et on va également faire des mobilisations en rotation. Ici, par exemple, on a un exercice qui allie un petit peu tout ça. Élévation, je pars en rotation interne, je reviens avec les mains derrière la tête, je peux ouvrir les coudes pour essayer d'aller vers la rotation externe ici, et je redescends. Voilà, ça va être un exemple d'exercice qu'on peut faire. On peut faire l'étirement du plan postérieur, en auto-rééducation, comme on avait dit, si on le peut. Et on va pouvoir faire des exercices plus actifs, donc en tenant compte de l'évolution du patient. Est-ce que c'est plutôt statique, dynamique progressif, plutôt dynamique? Ici, là, je vous montre un exercice qui est plutôt un peu plus dynamique. On aurait pu commencer plus haut au zénith si on voulait contre le mur ou en l'air comme tout à l'heure. Puis progressivement, on va descendre pour récupérer toute l'amplitude du mouvement. Ici, avec la roue, pareil. Petit exercice dynamique, vous voyez, pour l'instant, c'est assez simple parce qu'on a le poids qui est supporté par la roue et on peut faire l'inclinaison toujours pareil. Pour passer en phase 3, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir une élévation complète et sans douleur. Et à partir de là, les choses vont être un petit peu plus faciles. Parce que le patient, normalement, commence à être plutôt pas mal. Donc, tant que le patient n'est pas là, peut-être que ça sert à rien de trop vouloir forcer sur le côté musculaire. Il faut activer, mais pas non plus mettre trop de contraintes. Ici, on va avoir différents objectifs. On va vouloir récupérer progressivement les capacités musculaires. Bien entendu, c'est en fonction des activités de loisirs ou professionnelles de d'autres patients.
On va vouloir récupérer la force, la vitesse, l'endurance, et on va finir de récupérer les rotations. On avait commencé à récupérer la deuxième phase. Les contraintes sur la coiffe. Jusqu'à 20 semaines, ça va être entre 30 et 50%. Au-delà, on peut y aller. Simplement, il faut être progressif et faire attention à nos patients qui sont plus à risque de rupture, comme on en a parlé au début du topo. Dans la phase post-op tardive, dans la rééducation, on va finir de récupérer les rotations. Pour ça, on peut faire des étirements, du travail actif, du travail excentrique. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on souhaite. Ici, par exemple, voilà, simple mobilisation passive, trop vite, main dans le dos. Donc là, je monte les mains et à l'aide de l'autre main, je viens monter et je serre mes omoplates en arrière. Donc je me mets tout en haut, c'est un petit peu inconfortable. Puis on va serrer les omoplates en arrière, bomber la poitrine pour forcer ce mouvement de rotation. Ici, on a un travail excentrique sur les rotateurs internes. En gros, le patient il va être allongé, il va prendre un poids, mettre une petite cale sous le coude, et il va chercher à laisser tomber le poids sur le côté en gardant le coude fléchi à 90 degrés. Et ça va amener vers la position de rotation externe. On peut rajouter plus ou moins d'abduction selon ce qu'on veut gagner. Et on peut commencer à mettre du poids pour charger et être plus dur dans l'étirement. Les exercices actifs, là, on peut laisser libre cours à notre imagination, donc on respecte la progression. On peut faire de la chaîne cinétique ouverte, de la chaîne cinétique fermée. On peut rajouter de l'instabilité. Et on va chercher à se rapprocher le plus possible du geste professionnel, du geste sportif. Ici, c'est finalement une rééducation active assez classique. Tous les patients ne seront pas poussés pareil, mais quand on peut y aller et que le patient le souhaite, on peut y aller. En auto-rééducation, le patient va continuer ses exercices de musculation, d'étirement s'il y a besoin, puis de reprise de ses activités du quotidien, de loisirs. Comme vous le disiez, j'ai mis les exercices un petit peu en fonction des périodes, je les ai classés par thème. Donc ici, par exemple, sur mon site internet, vous avez l'adresse en haut de slide. Il y a plein de numéros sur cette section exercices. Et si vous allez sur les numéros qui sont devant les exercices, bah, vous trouverez du texte, des photos, de la vidéo. Ici, par exemple, mobilisation, gain d'amplitude dans la première phase. Dans la deuxième phase, mobilisation, gain d'amplitude, différents exercices, et également des exercices actifs à visée plutôt d'endurance. Au-delà des 3 mois, des gains d'amplitude un petit peu plus costauds, hein, qui vont chercher un petit peu plus dur, et des exercices actifs en musculation qui vont quand même cibler des muscles clés dans le cas de la liste, mais comme dit, on pourrait faire beaucoup de types d'exercices. La bibliographie. Et voilà. On arrive à la fin de ce topo. Ben, je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a plu. On aura l'occasion de poser des questions après. On va voir comment on s'organise avec Dr Maxime Anthony. Je vous remercie. À tout à l'heure.